Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour commencer avec vous ma lecture de Lettres choisies de Madame de Sévigné. Alors, pour revenir un peu sur cette auteure, elle est née le 5 février 1626 à Paris sous le nom de Marie de Rabutin-Chantal, baronne de Sévigné, dite la marquise de Sévigné et plus connue sous le nom de Madame de Sévigné. Alors, elle marque la gloire du style épistolier du XVIIe siècle. Ses écrits sont parés d'un vocabulaire à la fois divertissant, intelligent, et elle a une façon d'aborder la religion de façon très ludique. Elle reçoit auprès de ses oncles une éducation très riche et variée, basée surtout sur l'étude des langues et des belles lettres. À l'âge de 18 ans, en 1644, Marie de Rabutin-Chantal épouse Henri de Sévigné. Alors, parmi les lettres de Madame de Sévigné, celles adressées à sa fille sont les plus intéressantes et les plus touchantes. En effet, elle a été éloignée de sa fille et qui est devenue comtesse de Grignan. Madame de Sévigné rédige donc une correspondance ininterrompue pendant 30 ans à raison de 3 ou 4 fois par semaine. Voilà, pendant ma lecture, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux comme d'habitude avec le hashtag VBN sur Twitter ou sur notre page Facebook Voyage au bout de la nuit. Je vous souhaite une excellente soirée et je commence ma lecture avec la première lettre. À Bussy-Rabutin. Des Rochers, le dimanche 15 mars 1648. Je vous trouve un plaisant mignon de ne m'avoir pas écrit depuis 2 mois. Avez-vous oublié qui je suis et le rang que je tiens dans la famille? Ah, vraiment, petit cadet, je vous en ferai bien ressouvenir. Si vous me fâchez, je vous réduirai aux lambelles. Vous savez que je suis sur la fin d'une grossesse et je ne trouve en vous non plus d'inquiétude de ma santé que si j'étais encore fille. Eh bien, je vous apprends, quand vous en devriez enrager, que je suis accouchée d'un garçon à qui je vais faire sucer la haine contre vous avec le lait et que j'en ferai encore bien d'autres, seulement pour vous faire des ennemis. Vous n'avez pas eu l'esprit d'en faire autant, le beau faiseur de filles. Mais c'est assez vous cacher ma tendresse, mon cher cousin. Le naturel l'emporte sur la politique. J'avais envie de vous gronder de votre paresse depuis le commencement de ma lettre jusqu'à la fin. Mais je me fais trop de violence. Et il en faut revenir à vous dire que Monsieur de Sévigné et moi vous aimons fort. Et que nous parlons souvent du plaisir qu'il y a d'être avec vous. Juin-juillet 1652. À Ménage. Je vous dis encore une fois que nous ne nous entendons point. Et vous êtes bien heureux d'être éloquent, car sans cela, tout ce que vous m'avez mandé ne vaudrait guère. Quoique cela soit merveilleusement bien arrangé, je n'en suis pourtant pas effrayée. Et je sens ma conscience si nette de ce que vous me dites que je ne perds pas espérance de vous faire connaître sa pureté. C'est pourtant une chose impossible si vous ne m'accordez une visite d'une demi-heure et je ne comprends pas quel motif vous me la refusez si opiniâtrement. Je vous conjure encore une fois de venir ici. Et puisque vous ne voulez pas que ce soit aujourd'hui, je vous supplie que ce soit demain. Si vous n'y venez, peut-être ne me fermerez pas votre porte et je vous poursuivrai de si près que vous serez contraint d'avouer que vous avez un peu de tort. Vous me voulez cependant faire passer pour ridicule en me disant que vous n'êtes pas brouillé avec moi car cause que vous êtes fâché de mon départ. Si cela était ainsi, je mériterais les petites maisons et non pas votre haine. Mais il y a toute différence et j'ai seulement peine à comprendre que quand on aime une personne et qu'on la regrette, il faille à cause de cela lui faire froid au dernier point, les dernières fois que l'on la voit. Cela est une façon d'agir tout extraordinaire. Et comme je n'y étais pas accoutumée, vous devez excuser ma surprise. Cependant, je vous conjure de croire qu'il n'y a pas un de ces anciens et nouveaux amis dont vous me parlez que j'estime ni que j'aime tant que vous. C'est pourquoi, devant que de vous perdre, donnez-moi la consolation de vous mettre dans votre tort et de dire que c'est vous qui ne m'aimez plus. Chantal. Monsieur Ménage.
Lettre 3. À Pomponne, Paris, lundi 1er décembre 1664. Il y a 2 jours que tout le monde croyait que l'on voulait tirer l'affaire de M. Fouquet en longueur. Présentement, ce n'est plus la même chose. C'est tout le contraire. On presse extraordinairement les interrogations. Ce matin, M. le chancelier a pris son papier et a lu comme une liste 10 chefs d'accusation, sur quoi il ne donnait pas le loisir de répondre. M. Fouquet a dit « Monsieur, je ne prétends point tirer les choses en longueur, mais je vous supplie de me donner le loisir de répondre. Vous m'interrogez, et il semble que vous ne vouliez pas écouter ma réponse. Il m'est important que je parle. Il y a plusieurs articles qu'il faut que j'éclaircisse. Et il est juste que je réponde sur tous ceux qui sont dans mon procès. Il a donc fallu l'entendre, contre le gré des mal intentionnés. Car il est certain qu'il ne saurait souffrir qu'ils se défendent si bien. Il a fort bien répondu sur tous les chefs. On continuera de suite. Et la chose ira si vite que je crois que les interrogations finiront cette semaine. Je viens de souper à l'hôtel de Nevers. Nous avons bien causé, la maîtresse du logis et moi, sur ce chapitre. Nous sommes dans des inquiétudes qu'il n'y a que vous qui puissiez comprendre. Car pour toute la famille du malheureux, la tranquillité et l'espérance y règnent. On dit que M. de Nesmond a témoigné en mourant que son plus grand déplaisir étant de n'avoir pas été d'avis de la récusation de ces 2 juges que s'il eût été à la fin du procès. Il aurait réparé cette faute qu'il priait Dieu qu'il lui pardonnât celle qu'il avait faite. Je viens de recevoir votre lettre. Elle vaut mieux que tout ce que je puis jamais écrire. Vous mettez ma modestie à une trop grande épreuve en me demandant de quelle manière je suis avec vous et avec notre cher solitaire. Il me semble que je le vois et que je l'entends dire ce que vous me mandez. Je suis au désespoir que ce ne soit pas moi qui ai dit la métamorphose de Pierrot en Tartuffe. Cela est si naturellement dit que si j'avais autant d'esprit que vous n'en croyez, je l'aurais trouvé au bout de ma plume. Il faut que je vous conte une petite historiette qui est très vraie et qui vous divertira. Le roi se mêle depuis peu de faire ses vers. M.M. de Saint-Aignan et d'Anjou lui apprennent comme s'il faut prendre. Il fit l'autre jour un petit madrigal que lui-même ne trouva pas trop joli. Un matin, il dit au maréchal de Gramont « Monsieur le maréchal, je vous prie, lisez ce petit madrigal et voyez si vous en avez jamais vu un si impertinent. Parce qu'on sait que depuis peu, j'aime les vers. On m'en apporte de toutes les façons. » Le maréchal, après avoir lu, dit au roi « Sire, votre majesté juge divinement bien de toutes choses. Il est vrai que voilà le plus sot et le plus ridicule madrigal que j'ai jamais lu. » Le roi se mit à rire et lui dit « N'est-il pas vrai que celui qui l'a fait est bien fat ? Sire, il n'y a pas moyen de lui donner un autre nom. » « Oh, bien, dit le roi, je suis ravi que vous m'en ayez parlé si bonnement. C'est moi qui l'ai fait. Ah, sire, quelle trahison, que votre majesté me le rende. Je l'ai lu brusquement. Non, monsieur le maréchal, les premiers sentiments sont toujours les plus naturels. Le roi a fort ri cette folie, et tout le monde trouve que voilà la plus cruelle petite chose que l'on puisse faire à un vieux courtisan. Pour moi, qui aime toujours à faire des réflexions, je voudrais que le roi en fît là-dessus, et qu'il jugeât par là combien il est loin de connaître jamais la vérité. Nous sommes sur le point d'en voir une belle cruelle, qui est le rachat de nos rentes sur un pied qui nous envoie droit à l'hôpital. L'émotion est grande, mais la dureté l'est encore plus. Ne trouvez-vous point que c'est entreprendre bien des choses à la fois ? Celle qui me touche le plus n'est pas celle qui me fait perdre une partie de mon bien. Mardi 2 décembre. Monsieur Fouquet a parlé aujourd'hui 2 heures entières sur les 6 millions. Il s'est fait donner audience. Il a dit des merveilles. Tout le monde en était touché, chacun selon son sentiment. Pussort faisait des mines d'improbation et de négative, qui scandalisaient les gens de bien.
Quand M. Fouquet a eu cessé de parler, Puceur s'est levé impétueusement et a dit « Dieu merci, on ne se plaindra pas qu'on ne s'est laissé parler, tous sont saouls. Que dites-vous de ces belles paroles? Ne sont-elles pas d'un fort bon juge? On dit que le chancelier est fort effrayé de l'érysipèle de M. de Nesmonde, qui l'a fait mourir. Il craint que ce ne soit une répétition pour lui. Si cela pouvait lui donner les sentiments d'un homme qui va paraître devant Dieu, encore serait-ce quelque chose. Mais il faut craindre qu'on ne dise de lui comme d'Argan. Et mori comme Ovicé. Mercredi 3 décembre, notre cher et malheureux ami a parlé 2 heures ce matin, mais si admirablement bien que plusieurs n'ont pu s'empêcher de l'admirer. Monsieur Renard, entre autres, a dit « Il faut avouer que cet homme est incomparable. Il n'a jamais si bien parlé dans le Parlement. Il se possède mieux qu'il n'a jamais fait. C'était encore sur les 6 millions et sur ses dépenses. Il n'y a rien d'admirable comme tout ce qu'il a dit là-dessus. Je vous écrirai jeudi et vendredi, qui seront les 2 derniers jours de l'interrogation, et je continuerai encore jusqu'au bout. Dieu vieille que ma dernière lettre vous apprenne la chose du monde que je souhaite le plus ardemment. Adieu, mon cher monsieur. Priez notre solitaire de prier Dieu pour notre pauvre ami. Je vous embrasse tous deux de tout mon cœur, et par modestie, j'y joins madame votre femme. À Bussy-Rabutin, à Paris, ce jeudi 26 juillet 1668. Je veux commencer à répondre en 2 mots à votre lettre du 9e de ce mois, et puis notre procès sera fini. Vous m'attaquez doucement, monsieur le comte, et me reprochez finalement que je ne fais pas grand-chose des malheureux, mais qu'en récompense, je battrai des mains pour votre retour. En un mot, que je hurle avec les loups et que je suis d'assez bonne compagnie pour ne pas dédire ceux qui blâment les absents. Je vois bien que vous êtes mal instruit des nouvelles de ce pays. Mon cousin, apprenez donc de moi que ce n'est pas la mode de m'accuser de faiblesse pour mes amis. J'en ai beaucoup d'autres, comme dit Madame de Bouillon, mais je n'ai pas celle-là. Cette pensée n'est que dans votre tête, et j'ai fait ici mes preuves de générosité sur le sujet des disgraciés, qui m'ont mise en honneur dans beaucoup de bons lieux, que je vous dirais bien si je voulais. Je ne crois donc pas mériter ce reproche, et il faut que vous rayiez cet article sur le mémoire de mes défauts. Mais venons à vous. Nous sommes proches et de même sang. Nous nous plaisons, nous nous aimons, nous prenons intérêt dans nos fortunes. Vous me parlez de vous avancer de l'argent sur les 10 000 écus que vous aviez à toucher dans la succession de monsieur de Chalon. Vous dites que je vous l'ai refusé. Et moi, je dis que je vous l'ai prêté. Car vous savez fort bien, et notre ami Corbinelli en est témoin, que mon cœur le voulut d'abord. Et que lorsque nous cherchions quelques formalités pour avoir le consentement de Neuchèze, afin d'entrer en votre place pour être payé, l'impatience vous prit. Et m'étant trouvée par malheur assez imparfaite, de corps et d'esprit pour vous donner sujet de faire un fort joli portrait de moi, vous le fîtes, et vous préférâtes à notre ancienne amitié, à votre nom et à la justice même, le plaisir d'être loué de votre ouvrage. Vous savez qu'une dame de vos amis vous obligea généreusement de le brûler. Elle crut que vous l'aviez fait, je le crus aussi. Et quelque temps après, ayant su que vous l'aviez fait, que vous aviez fait des merveilles sur le sujet de M. Fouquet et le mien, cette conduite acheva de me faire revenir. Je me raccommodai avec vous à mon retour de Bretagne. Mais avec quelle sincérité? Vous le savez, vous savez encore votre voyage de Bourgogne. Et avec quelle franchise je vous redonnais toute la part que vous aviez jamais eue dans mon amitié. Je reviens entêté de votre société. Il y a eu des gens qui me dirent en ces temps-là, et j'ai vu votre portrait entre les mains de Madame de la Baume. Je l'ai vu. Je ne réponds que par un sourire dédaigneux, ayant pitié de ceux qui s'amusaient à croire à leurs yeux. Je l'ai vu, me dit-on encore au bout de 8 jours, et moi de sourire encore.
Je le redis en riant à Corbinelli. Il reprit le même sourire moqueur qui m'en avait déjà servi en 2 occasions. Et je me demeurai 5 ou 6 mois de cette sorte, faisant pitié à ceux dont je m'étais moqué. Enfin, le jour malheureux arriva, où je vis moi-même, et de mes propres yeux bigarrés, ce que je n'avais pas voulu croire. Si les cornes me fussent venues à la tête, j'aurais été bien moins étonnée. Je le lus et je le relus, ce cruel portrait. Je l'aurais trouvé très joli s'il eût été d'une autre que de moi, et d'un autre que de vous. Je le trouvais même si bien enchâssé et tenant si bien sa place dans le livre que je n'eus pas la consolation de me pouvoir flatter qu'il fût d'un autre que de vous. Je le reconnus à plusieurs choses que j'en avais ouï dire plutôt qu'à la peinture de mes sentiments, que je reconnus entièrement. Enfin, je vous vis au Palais Royal, où je vous dis que ce livre courait, où vous lûtes me conter qu'il fallait qu'on eût fait ce portrait de mémoire, et qu'on l'avait mis là. Je ne vous crus point du tout. Je me ressouvins alors des avis qu'on m'avait donnés, et dont je m'étais moqué. Je trouvais que la place où était ce portrait était si juste que l'amour paternel vous avait empêché de vouloir défigurer cet ouvrage. En l'ôtant d'un lieu où il tenait si bien son coin, je vis que vous vous étiez moqué, et de Madame de Montglat et de moi, que j'avais été votre dupe, que vous aviez abusé de ma simplicité, et que vous aviez eu sujet de me trouver bien innocente en voyant le retour de mon cœur pour vous et sachant que le vôtre me trahissait. Vous savez la suite. Être dans les mains de tout le monde, se trouver imprimé, être le livre de divertissement de toutes les provinces, où ces choses-là font un tort irréparable, se rencontrer dans les bibliothèques et recevoir cette douleur. Par qui? Je ne veux point vous étaler davantage toutes mes raisons. Vous avez bien de l'esprit. Je suis assurée que si vous voulez faire un quart d'heure de réflexion, vous les verrez. Et vous les sentirez comme moi. Cependant, que fais-je quand vous êtes arrêté? Avec la douleur dans l'âme, je vous fais faire des compliments, je plains votre malheur, j'en parle même dans le monde. Et je dis assez librement mon avis sur le procédé de Madame de la Baume, pour en être brouillé avec elle. Vous sortez de prison, je vous vais voir plusieurs fois. Je vous dis adieu quand je partis pour Bretagne. Je vous ai écrit, depuis que vous êtes chez vous, d'un style assez libre et sans rancune. Et enfin, je vous écris encore quand Madame Despoisses me dit que vous vous êtes cassé la tête. Voilà ce que je voulais vous dire une fois en ma vie, en vous conjurant d'ôter votre esprit, que ce soit moi qui ai tort. Gardez ma lettre et la relisez si jamais la fantaisie vous prenait de le croire, et soyez juste là-dessus, comme si vous jugiez d'une chose qui se fût passée entre 2 autres personnes. Que votre intérêt ne vous fasse point voir ce qui n'est pas. Avouez que vous avez cruellement offensé l'amitié qui était entre nous. Et je suis désarmée, mais de croire que si vous répondez, je puisse jamais me taire, vous auriez tort. Car ce m'est une chose impossible. Je verbaliserai toujours. Au lieu d'écrire en 2 mots, comme je vous l'avais promis, j'écrirai en 2000. Et enfin, j'en ferai tant par des lettres d'une longueur cruelle et d'un ennui mortel, que je vous obligerai, malgré vous, à me demander pardon, c'est-à-dire à me demander la vie. Faites-le donc de bonne grâce. Au reste, j'ai senti votre saignée. N'était-ce pas le 17e de ce mois, justement? Elle me fit tous les biens du monde, et je vous en remercie. Je suis si difficile à saigner que c'est charité à vous de donner votre bras au lieu du mien. Pour cette sollicitation, envoyez-moi votre homme d'affaires avec un placet, et je le ferai donner par une amie de Monsieur Bidet. Car pour moi, je ne le connais point, et j'irai même avec cet ami. Vous pouvez vous assurer que si je pouvais vous rendre service, je le ferais. Et de bon cœur et de bonne grâce. Je ne vous dis point l'intérêt extrême que j'ai toujours pris à votre fortune. Vous croirez que ce serait le rabutinage qui en serait la cause. Mais non, c'était vous. C'était encore vous qui m'avez causé des afflictions tristes et amères en voyant ces 3 nouveaux maréchaux de France,
Madame de Villars, qu'on allait voir, me mettait devant les yeux les visites qu'on m'aurait rendues en pareille occasion, si vous aviez voulu. La plus jolie fille de France vous fait des compliments. Ce nom me paraît assez agréable. Je suis pourtant lasse d'en faire les honneurs. Lettre 5. À Bussy-Rabutin, à Paris, ce mardi 4 décembre 1668. N'avez-vous pas reçu ma lettre où je vous donnais la vie et ne voulais pas vous tuer à terre? J'attendais une réponse sur cette belle action. Mais vous n'y avez pas pensé. Vous vous êtes contenté de vous relever et de reprendre votre épée, comme je vous l'ordonnais. J'espère que ce ne sera pas pour vous en servir jamais contre moi. Il faut que je vous apprenne une nouvelle qui, sans doute, vous donnera de la joie. C'est enfin la plus jolie fille de France épouse, non pas le plus joli garçon, mais un des plus honnêtes hommes du royaume. C'est Monsieur de Grignan, que vous connaissez il y a longtemps. Toutes ces femmes sont mortes pour faire place à votre cousine. Et même son père et son fils, par une bonté extraordinaire, de sorte qu'étant plus riche qu'il n'a jamais été, et se trouvant d'ailleurs et par sa naissance, et par ses établissements, et par ses bonnes qualités telles que nous le pouvons souhaiter. Nous ne le marchons donc point comme on a accoutumé de faire. Nous nous en fions bien aux deux familles qui sont passées devant nous. Il paraît fort content de notre alliance. Et aussitôt que nous aurons de nouvelles de l'archevêque d'Arles, son autre oncle, l'évêque d'Uzès, étant d'ici, ce sera une affaire qui s'achèvera avant la fin de l'année. Comme je suis une dame assez régulière, je n'ai pas voulu manquer à vous en demandant votre avis et votre approbation. Le public paraît content, c'est beaucoup, car on est si tôt que c'est quasi sur cela qu'on se règle. Mais voici encore un autre article sur quoi je veux que vous me contentiez, s'il vous reste un brin d'amitié pour moi. Je sais que vous avez mis au bas du portrait que vous avez de moi, que j'ai été mariée à un gentilhomme breton, honoré des alliances de Vassé et de Rabutin. Cela n'est pas juste, mon cher voisin. Je suis depuis peu si bien instruite de la maison de Sévigné que j'aurai sur ma conscience de vous laisser dans cette erreur. Il a fallu montrer notre noblesse en Bretagne, et ceux qui en ont le plus ont pris plaisir de se servir de cette occasion pour étaler leurs marchandises. Voici la nôtre. 14 contrats de mariage de père en fils, 350 ans de chevalerie, les pères quelquefois considérables dans les guerres de Bretagne et bien marqués dans l'histoire. Quelquefois retirés chez eux comme des Bretons, quelquefois de grands biens, quelquefois de médiocres, mais toujours de bonnes et de grandes alliances. Celles de 350 ans, au bout desquelles on ne voit que des noms de baptême, sont du Quelnec, Montmorency, Baraton et Châteaugiron. Ces noms sont grands. Ces femmes avaient pour mari des Rohan et des Clisson. Depuis ces 4, ce sont des Gueslin, des Quetken, des Rosmadec, des Clindon, des Sévigné de leur même maison, des Dubélé, des Rieux, des Bodégas, des Plessitréal et d'autres qui ne me reviennent pas présentement jusqu'à Vassé et jusqu'à Rabutin. Tout cela est vrai, il faut m'en croire. Je vous conjure donc, mon cousin, si vous me voulez obliger de changer votre écriteau, et si vous n'y voulez point, maître de bien, n'y mettez point de rebaissement. J'attends cette marque de votre justice et du reste d'amitié que vous avez pour moi. Adieu, mon cher cousin. Donnez-moi promptement de vos nouvelles et que notre amitié soit désormais sans nuage. C'est ainsi que se termine ma lecture pour ce soir. J'espère que vous avez apprécié ce moment. Je vous souhaite une très bonne nuit si vous allez vous coucher et une très bonne journée si vous vous levez. À tout de suite pour la suite du roman.